Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Au secours, docteur, je suis OPK et je veux avoir un bébé. Et oui, c'est le titre de mon nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et de cette envie d'avoir un bébé. Alors pour ma part, l'une de ces affirmations est vraie et l'autre n'est plus d'actualité parce que je vous annonce que j'ai eu une petite fille il y a 4 mois. Je m'applaudis toute seule parce que je pense que ça fait toujours du bien de s'applaudir. Et donc je vais essayer dans ce podcast de vous parler de mon parcours et surtout de vous donner des tips pour essayer de limiter le plus possible l'impact de ce syndrome sur votre vie. Donc il faut savoir que moi, j'ai su que j'étais OPK, que je souffrais du syndrome des ovaires polykystiques lorsque j'avais 19 ans. Alors c'est tout simple, vous allez me dire, Sarah, tu joues avec le feu. Mais en fait, à l'époque, j'étais avec, comment on peut l'appeler, parce qu'on va pas dire les vrais prénoms, hein, j'ai pas envie d'exposer la vie des gens. On va l'appeler Max, donc mon ex Max. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais changé de ville, donc j'étais partie le rejoindre en province, peu importe où, hein, c'est pas important. Et du coup, comme j'avais quitté Paris pour la province, le temps de trouver une gynéco, etc., je prenais plus la pilule. Et je me suis rendu compte finalement, au bout de quelques mois, que je me sentais bien sans pilule. Mais il y a un petit truc qui me disait, Sarah, il y a quand même quelque chose qui cloche. Tu prends pas la pilule et pourtant, tu tombes pas enceinte. Alors peut-être que c'est un raccourci, peut-être que ça n'a strictement rien à voir, mais en tout cas, moi, ça m'a fait tilt. Donc j'ai pris un rendez-vous chez une gynéco dans cette ville-là. Et elle a été super parce que au lieu de me dire juste Sarah, tu prends la pilule et basta cousi, elle s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Pardon, je perds ma voix. Il y a peut-être quelque chose à faire et du coup la Sarah de l'époque, elle s'est dit il faut y aller, hein. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc je me suis pas trop posé de questions. J'avais une batterie d'examens à faire, des prises de sang. J'avais l'impression que on me prenait une tonne de sang. J'avais l'impression de me vider de mon sang tellement il y avait d'analyses à faire. Et j'avais aussi des échographies et une hystérographie. Même le mot, il est un peu barbare, il est dur à dire. Pour celles qui l'ont déjà fait, vous savez ce que c'est et voilà. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, ça va bien se passer. Ça, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et donc, j'ai trouvé la démarche qui était assez bien parce que j'avais 19 ans et c'est vrai qu'en général, les gynécologues sont assez frileux sur les bilans de santé, notamment sur les bilans qui concernent la fertilité. Donc moi j'y allais sans angoisse parce que finalement à ce moment-là, à 19 ans, je n'avais pas forcément l'envie proche d'avoir un enfant. Je me suis juste dit, c'est bizarre. Donc voilà, je fais tout ce que la gynéco me dit. Je reviens la voir avec mes résultats et là, le coup tombe. Elle me dit que je souffre j'ai des ovaires polykystiques. Alors quand elle me dit ça, je me dis qu'est-ce que c'est? Des kystes, je comprends kyste, il y a ovaires polykystiques, ok, mais encore, ça s'enlève, c'est une maladie, qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi? Alors la gynécologue de l'époque, elle était hyper sympa et hyper pédagogue parce que tout de suite, elle m'a rassurée en me disant, écoutez, vous pourrez avoir des enfants, en revanche, vous allez avoir besoin d'aide. Donc déjà, dit comme ça, je me dis, ok, j'ai une problématique, mais il y a une solution. Donc je me dis, ok, je m'en tire pas trop mal. Donc si j'ai bien compris son explication, ce qui se passe, c'est que pour une femme classique, quand tout se passe bien, normalement, on a tout un cycle de
entre 28, 32, 35 jours. Et en fait, quand arrive le D-Day, le moment où il est temps de commencer à fabriquer son ovule pour qu'après elle soit expulsée puis fécondée, et bien au lieu que un des petits follicules qu'on a dans notre petite réserve grossisse et devienne une ovule, et bien quand on souffre du syndrome des ovaires polykystiques, ça reste tout petit. Donc en fait, les petits follicules n'arrivent pas à maturation. Et donc, qui dit follicule qui n'arrive pas à maturation, dit généralement pas d'ovulation. Donc l'un des symptômes qui est fréquent sur les ovaires polykystiques, c'est l'infertilité. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes atteintes du SOPK souffrent d'infertilité. Alors, quand je dis le mot infertilité, et ça j'aime bien le répéter parce que quand je dis ce mot-là, parfois on me regarde genre oh, mon Dieu, t'auras jamais d'enfant? Non. L'infertilité, c'est différent de la stérilité. L'infertilité avec de l'aide, on peut avoir un enfant. La stérilité, c'est une incapacité de faire des enfants. Donc c'est deux choses quand même qui sont différentes. Donc quand elle me dit ça, finalement, à ce moment-là, j'étais pas non plus prête pour avoir un enfant. J'étais un peu tristoune, normal, parce que je pense que on n'aime pas entendre que ça va mal et que notre corps n'est pas capable de faire un enfant tout seul et naturellement, entre guillemets. Mais j'ai essayé de voir la vie du bon côté en me disant, de toute façon, elle m'a dit que dès que je souhaitais avoir un enfant, je revenais la voir et elle allait m'aider. Donc sur ça, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Les années ont passé et hop, on avance, j'arrive à Paris. Donc arrivé à Paris, avec le fameux Max, on a envie d'avoir un enfant et là, effectivement, on se rend compte qu'il se passe rien dans le petit bidou et rien dans l'utérus. Et du coup, on va voir un autre gynéco qui effectivement m'accompagne et me donne un traitement. Donc le traitement que j'ai en première intention, c'est le Clomid avec du Provamès. Alors pourquoi le Provamès? Provamès, c'est des œstrogènes. Et donc en fait, on se rend compte à ce moment-là que je n'ai pas de cycle. En fait, ce qui se passe, c'est que pour que je tombe enceinte, il faut recréer toute la vie d'un cycle, en fait, toutes les phases. Donc, on commence par déclencher mes règles. Après avoir déclenché mes règles, on aide mon endomètre, donc, qui se situe aux portes de l'utérus, à se durcir, etc., etc. Et jusqu'à l'ovulation. Donc, le Clomid aide à la maturation des follicules. Donc là, coup de chance, en fait, premier essai avec les médicaments, première grossesse. Et donc là, je suis super heureuse parce que je me suis dit, mince, ça a fonctionné dès le premier coup, trop contente, tout va bien. Et en fait, je me rends compte, au bout d'un court temps quand même, parce que j'ai pas eu le temps de me réjouir tant que ça, au bout de quelques contrôles, on se rend compte qu'en fait, bébé ne grandit pas assez vite. Bon, on me fait comprendre que finalement, je vais sûrement avoir une fausse couche et que c'est une question de, 2 jours max. Et là, je vois que je continue ma grossesse, je continue. Donc là, c'est quand même des échographies fréquentes pour voir où ça en est, je continue. Et donc, c'est assez angoissant parce qu'on se dit, mince, on est enceinte, mais en fait, on risque de perdre le bébé à tous les coups. Et là, je me rappellerai toujours de ce médecin, de ce gynécologue aux urgences, parce que je devais aller tous les week-ends aux urgences, qui me dit écoutez, madame, ça va bien se passer, ce bébé, il est viable. Ok, il grandit pas aussi vite que prévu. Ce sera sûrement un petit bout, mais vous inquiétez pas, vous mènerez cette grossesse à terme. Et donc il m'a rassurée et
tellement je pense que j'étais zen et apaisée, etc., que finalement, mon bébé, il a décidé de s'en aller ce week-end-là. Et donc là, ça a été assez dur. Ça a été assez dur pour moi parce que, une fausse couche, je pense que c'est pas simple. Mais bon, c'est pas l'objet de cet épisode. On en reparlera, je pense. Mais je vous donnerai des astuces aussi ou du soutien ou des conseils pour avancer dans ce type de deuil. Mais voilà. Je suis pas sûre qu'on s'en remette réellement un jour. Mais je pense qu'on finit par accepter avec un peu de travail la situation. Donc après cette fausse couche-là, finalement, on s'est rendu compte que c'est l'endomètre qui s'est ouvert. En fait, il s'était pas correctement épaissi et à ce stade-là, en fait, c'est ce qui maintient le bébé dans l'utérus. Donc du coup, c'est vrai que j'avais un peu les boules, j'étais un peu énervée parce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité par un traitement. Mais voilà, il faut savoir accepter les choses et très bien, c'est accepté. Du coup, quelques années plus tard, je ne suis plus avec Max et là, je suis avec... on va l'appeler Jus. Je suis avec Jus et cette envie d'avoir un enfant se représente. Et là, rebelote, gynécologue, traitement et du premier coup aussi, je suis tombée enceinte. Et ma fille est donc arrivée et j'ai bien mené ma grossesse à terme. Donc déjà, oui, je pense que c'est un grand oui. C'est vrai qu'on souffre de troubles de l'infertilité avec le SOPK, mais on peut avoir un enfant. Et je sais que voilà, c'est peut-être rare d'avoir réussi à avoir deux grossesses du premier coup, mais je tenais voilà, à le dire, c'est possible, et à rassurer aussi toutes celles qui sont SOPK, qui sont dans ce cas-là. On peut réussir à avoir un enfant du premier coup. Maintenant, celles qui se posent des questions, qu'est-ce que le SOPK, comment on peut savoir si on l'est, moi je pense que maintenant avec le recul que j'ai, je trouve hyper chanceuse d'à 19 ans m'être posé cette question. Aujourd'hui il y a beaucoup de femmes malheureusement qui attendent, comme dirait ma mère, qui conjugue le verbe attendre à tous les temps pour consulter pour trouble de la fertilité. Après, c'est vrai je pose le mot dessus, mais on a quand même des indices. Quand vous voyez que vous n'avez pas vos règles de manière régulière, quand vous voyez que vous avez des douleurs aussi pendant vos cycles, ça déjà, ça devrait vous alerter et il faudrait en parler à votre gynéco. Qu'elle le veuille ou pas finalement, ou qu'elle vous le propose ou pas, demandez quand même un bilan hormonal pour savoir un petit peu où vous vous situez. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait tout droit à 20 ans peut-être, ou 25 ans, je sais pas. Entre 20 et 25 ans, en tout cas, on ait le droit de faire un bilan de fertilité. Et que ce soit limite un peu comme celui du cancer du sein, une invitation de la Sécu qu'on reçoit quand on est une femme pour le faire. Parce que bien souvent, les femmes le découvrent tard. Et c'est vrai que c'est peut-être parfois un peu plus compliqué d'être SOPK et d'avoir pris de l'âge, admettons, d'avoir découvert ça à 37 ans. Donc je pense qu'en le découvrant beaucoup plus tôt, déjà le médecin peut nous accompagner, nous dire un petit peu le laps de temps qu'on a entre guillemets, même si on n'est pas obligé de tout timer par rapport au médecin, mais c'est vrai qu'en étant SOPK, vaut mieux être un peu plus jeune pour faire des enfants, ça aide un peu plus que de prendre de l'âge, même si toutes les situations sont prises en charge. Mais ça nous permet aussi de nous dire ok, je sais que compte tenu de mes dysfonctionnements, je vais peut-être anticiper en sachant que je mettrai peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans à avoir un enfant et du coup vaut mieux que je commence dès maintenant si j'ai trouvé la bonne personne. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième c'est essayer de modifier son alimentation.
C'est vrai que moi, je suis passée beaucoup sur tout ce qui était brioche complète, pain de mie complet, essayer de manger des pâtes au blé complet. Alors je sais, c'est pas ouf en termes de goût, enfin en tout cas ça c'est mon avis, je trouve ça parfois un peu sec sur les pâtes au blé complet, mais visiblement ça aide aussi. Ça aide de faire attention à son alimentation. Après, je sais que beaucoup de SOPK souffrent aussi de problèmes de poids. Et votre médecin vous demandera souvent de perdre du poids. Alors moi j'avais rencontré, j'adore parce que je rencontre souvent des belles personnes, et j'avais rencontré un endocrinologue, et il me disait oui effectivement pour atténuer les impacts du SOPK vaut mieux perdre un peu de poids, mais il me dit mais en fait je peux pas vous demander ça parce que en fait c'est un cercle vicieux. Vous êtes SOPK avec une résistance à l'insuline, donc ça veut dire que vos capteurs d'insuline ne fonctionnent plus assez bien. Donc quand vous mangez admettons une pomme, s'il y a du sucre dans la pomme, votre corps, au lieu de se dire oui je vais transformer une partie de ce sucre en énergie ou le brûler ou quoi qu'est-ce, le corps va stocker tout ce sucre. Donc moi en fait je vais vous mettre au régime, mais je sais que par rapport à une autre personne qui va faire le même régime que vous, en fait, vous allez perdre beaucoup moins vite et ça va être compliqué. Alors oui, il faut adapter sa nourriture pour manger le plus sainement possible et pour limiter l'impact de la nourriture sur le syndrome. Mais en même temps, vous demandez de perdre du poids, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'avais trouvé, si je peux vous donner un tips, alors ça n'engage que moi et je ne suis pas médecin, donc de toute façon, je vous invite fortement à faire vos bilans sanguins avec un médecin et discuter de ça avec votre médecin. Mais moi, ce qui avait bien marché, c'était le jeûne intermittent. Alors pourquoi le jeûne intermittent, ça marche quand on est SOPK avec la résistance à l'insuline? Tout simplement parce qu'on met son corps au repos. On arrête de manger à un moment donné, ce qui fait qu'en fait, on brûle des calories parce que le corps est à l'arrêt. Après, c'était un jeûne intermittent qui était quand même assez... à mon sens, pas très strict. C'est-à-dire que j'ai arrêté de manger à 20h, sachant que ça voulait juste dire que mon dernier repas, le repas du soir, se faisait avant 20h, et je reprenais à midi. En sachant qu'entre 20h et midi, j'avais le droit à l'eau, bien évidemment, au thé sans sucre et au café sans sucre. Donc pour moi, c'était tenable parce que avant, le petit déjeuner n'était pas primordial. Aujourd'hui un peu plus depuis que je suis maman, mais avant moins. Et c'est vrai que du coup ça m'a permis de fondre comme neige au soleil, parce que du coup en fait mon corps il avait de 20h à midi pour brûler des calories. Alors qu'en gardant un fonctionnement normal, c'est-à-dire en mangeant après 20h et en prenant le petit-déj, en fait le repos qu'il y avait la nuit n'était pas suffisant pour mon corps pour brûler des calories. Après ça m'a permis de perdre du poids, mais ça n'a pas non plus remis, je suis pas devenue féconde d'un coup comme ça, quoi. J'avais toujours besoin d'un traitement. Donc voilà, c'était vraiment un podcast spécial témoignage où j'avais envie de vous faire comprendre que oui, on peut être SOPK et avoir un bébé. Votre interlocuteur reste quand même vos médecins. Et choisissez-le bien parce que c'est un long combat. Et il faut vraiment avoir quelqu'un de bienveillant, un médecin bienveillant et bien conscient des enjeux des SOPK pour vous accompagner. Il faut trouver une personne avec qui vous pouvez parler de tout, où vous vous braquez pas, parce que la période où on se fait accompagner médicalement pour avoir un enfant, on est quand même dans une période où on se met à nu, où on est un peu plus sensible. Donc voilà, dans ces cas-là, il faut vraiment être qu'avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on a choisi et pas à défaut. Parce que le mindset, l'état d'esprit, il est hyper important. Et donc du coup, choisissez bien votre médecin. Je sais que c'est un peu tabou dans la société actuelle de parler aussi de ces mots, surtout quand c'est l'impossibilité, les troubles à la fertilité. Mais n'hésitez pas aussi à en parler à votre entourage et ça évitera aussi les questions à quand le bébé, alors. C'est vrai que ça c'est un truc où les gens ne se rendent pas compte, mais ça peut être hyper mal vécu. Alors essayez-vous de vous barricader
sur ce sujet-là, de ne pas prendre ça personnellement pour vous, même si je sais que c'est dur. Et gardez en tête que vous êtes certes infertile, mais voilà, vous avez encore une chance de tomber enceinte et je croise les doigts pour vous de toute façon. Et je vous envoie plein de bonnes ondes et on fera un épisode spécial SOPK, le syndrome, pour expliquer à tout le monde ce que c'est, et un épisode spécial deuil quand on a fait une fausse couche, pour évoquer les sujets un peu plus en profondeur. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, il y a l'adresse mail en description. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, je vous donnerai les noms des gynécologues que j'ai vus, les hôpitaux aussi, parce que je suis passée par la phase hôpital, et puis on peut échanger, moi je suis ouverte à la discussion sur tout ça. Merci pour votre écoute. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.